Estérel TV est en compagnie d'Henri Leroy, sénateur des Alpes-Maritimes, conseiller municipal de Mandelieu-la-Napoule, maire honoraire de Mandelieu-la-Napoule, où vous fûtes maire de 1995 à 2017. Bonjour Henri Leroy. Bonjour. Je voudrais d'abord me réjouir d'avoir pu exercer des fonctions d'exécutifs locaux. Le Sénat, c'est le représentant des territoires, c'est le représentant des collectivités locales, c'est le représentant des élus qui sont effectivement ceux désignés directement par le suffrage universel direct et qui représentent les citoyens. Je suis arrivé au Sénat, effectivement, compte tenu de ma formation. D'abord, j'ai une formation juridique, en plus, je suis un ancien officier de gendarmerie, donc chargé d'appliquer les lois et de les faire respecter, fut un temps, il y a très longtemps, mais donc Gérard Larcher avec le Bruno Retailleau, qui est le président du groupe LR, parce que je suis un sénateur républicain. Donc j'ai été désigné pour être à la commission des lois. Quand je suis arrivé, effectivement, naturellement, on m'a désigné comme le référent des forces de sécurité, compte tenu de mon ancienne profession d'une part, et deuxièmement, un maire qui est le pilier de la sécurité dans sa commune, il a les connaissances nécessaires terrain pour pouvoir évaluer, pour pouvoir se prononcer concrètement sur les textes de loi. Initialement, dans le cadre du bicamérisme, vous avez deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc le Sénat est interpellé pour savoir quel est son avis, notamment la commission des lois. Et donc quand vous analysez l'ensemble, mais ce n'est pas une analyse subjective, c'est-à-dire que quand vous analysez un texte, vous commencez par faire des auditions, vous auditionnez toutes celles et tous ceux qui ont connaissance du sujet qui est traité dans la loi. Vous avez été maire pendant 22 ans, donc je dis vous êtes sénateur depuis 3 ans. Quels moyens donneriez-vous aujourd'hui davantage au maire ? Le maire, il est dans sa ville le coordinateur, le pilier central de la sécurité. Aujourd'hui, il a la police municipale qu'il recrute et qu'il paie. Le livre blanc du ministère de l'Intérieur va essayer de recentrer le pouvoir du maire pour être le véritable coordinateur, le correspondant du procureur de la République avec le préfet pour faire appliquer les textes et règlements, c'est-à-dire le règlement et la loi. J'appartiens à la tendance des parlementaires qui disent le maire doit être informé du danger qu'il y a potentiellement sur sa commune. Tout est basé sur le renseignement. Il y a aussi sachez-le, des employés municipaux, des employés départementaux, des employés régionaux qui sont radicalisés. Je crois que la seule solution, c'est une information directe de la Direction générale de la sécurité intérieure, des services de renseignement intérieur, directement au maire qui, quelque part, devrait, à terme, prêter serment comme tous les agents de sécurité, les agents de sécurité nationale, de la sécurité nationale, qui prêtent serment devant un tribunal de grande instance. Car le renseignement peut être extrêmement dangereux s'il est mal exploité. Est-ce que le maire doit être au courant du danger potentiel sur sa commune ? Oui. C'est le comment qui interpelle pour le moment et qui n'est pas totalement réglé sur le sujet. Alors parlons de l'actualité, avec l'idée de réécrire ce fameux article 24 de la proposition de loi sécurité globale, et où vous avez déclaré, vous, que le Premier ministre était irrespectueux à la fois de la Chambre des députés et de la Chambre des sénateurs. Pourquoi ? Écoutez, c'est très simple. Vous avez des projets de loi. Les projets de loi, c'est le gouvernement qui les propose au Parlement. Et vous avez des propositions de loi. Or, cet article 24 fait l'objet d'une proposition de loi, c'est-à-dire du Parlement. Elle est passée, elle a été votée. Ensuite, elle est transmise au Sénat, qui l'examine, qui l'amende, et qui sort un texte qui est renvoyé à l'Assemblée nationale. C'est ça la procédure. Cette procédure, elle est constitutionnelle. Le gouvernement ne peut pas désigner une commission quelconque d'experts pour réécrire un texte législatif. C'est une entorse à la Constitution. Donc ce qu'a tenté de faire le gouvernement est véritablement un acte d'autoritarisme. C'est à contre-pied de la démocratie, c'est à contre-pied de notre Constitution. En ce sens, il a manqué
élémentairement de respect aux parlementaires, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes référent en matière de sécurité. Que faut-il faire aujourd'hui pour prendre en compte la souffrance des policiers ? Aujourd'hui, je dirais que les forces de sécurité sont atteintes d'une maladie grave qu'il faut absolument soigner et guérir. Nous avons décidé de mettre en place, comme le prévoit la Constitution, comme le prévoit le fonctionnement du Parlement, nous avons mis en place une enquête sur l'état des forces, une commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité, dont j'ai fait partie bien sûr. Pendant 6 mois, nous avons été sur le terrain, nous avons procédé à des auditions de tout le monde, que ce soit du haut en bas de la hiérarchie. Nous sommes transportés dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, dans les groupements, dans les compagnies, de partout. On a fait véritablement un check-up complet de l'État. Et nous avons fourni, en juin 2018, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de l'époque, le rapport sur cet État. C'est catastrophique, c'est désastreux. Vous avez un budget qui est attribué aux forces de sécurité. Il est de 21 milliards, à peu près. Salaire compris, bien sûr, des 250 000 personnels dans les forces de sécurité. Et donc, tout y est dégradé. 1, l'équipement. 2, la formation. 3, le matériel. 4, les doctrines. Le maintien de l'ordre qui est à l'origine de ce que certains appellent, et notamment les médias, des violences policières. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de violence policière, il y a des violences de policiers ou de gendarmes. Alors, cet article 24 va venir au Sénat, puisqu'il y a eu une mise au point il y a 48 heures. Bon, on était tous à Paris, et il y a eu une mise au point. Cette loi sur la sécurité globale arrive au Sénat très prochainement. Nous allons l'examiner. Elle va passer en commission des lois, elle va passer après dans l'hémicycle. Il y aura la possibilité de l'amender, il y aura possibilité de la réécrire, de la repréciser, de l'affiner. Et à partir de là, on la votera reprise par le Sénat et elle retournera à l'Assemblée nationale dans une deuxième lecture, sauf s'il y a procédure d'urgence ou il n'y a qu'une lecture. Le Sénat a voté à l'unanimité le 25 novembre 2020 la nécessité par la France de reconnaître la République d'Artsakh, région du Haut-Karabakh, qui représente 150 000 personnes et peuplée à 95% d'Arméniens. Le peuple arménien est un peuple martyr. Le génocide arménien par l'État turc aurait dû être reconnu, la France l'a reconnu. La France doit reconnaître le Karabakh comme étant une enclave arménienne et l'État turc et aujourd'hui Erdogan a mené toute une politique pour extirper ces Arméniens du Karabakh. L'État français reste dans la ligne de conduite traditionnelle en reconnaissant le Haut-Karabakh comme étant une république une et indivisible. Il appartient, je dirais, au ministre des Affaires étrangères, sous l'autorité du président de la République, de prendre des dispositions, étant donné que le Parlement, à l'unanimité, demande que la France continue cette politique de reconnaissance, si vous voulez, des États souverains, quoi. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que le Sénat a montré la grandeur de la France. Merci, monsieur le sénateur. Merci.